rentrons dans le vif du sujet sur cette conférence Réussir chaque étape d'un projet de rénovation en copropriété, conception, financement et travaux. Irène Autain, bonjour Irène. Vous êtes chargée de mission accompagnement copropriété pour l'agence parisienne du climat. Vous parlerez avec nous des stratégies d'accompagnement, comment vous accompagnez les copropriétés, notamment pour initier les projets. Également avec nous Antoine Guéguin. Bonjour Antoine, vous êtes chef de projet Éco-Rénovons Paris auprès de la Maison de Paris. Et puis vous allez présenter effectivement les initiatives de la mairie de Paris. Puis on aura quelques questions à vous poser dans le contexte budgétaire. Lucien Hirtz, vous êtes responsable des ventes et vous intervenez au titre du CINOV. Donc vous êtes plutôt côté casquette bureau d'études et vous aborderez les solutions techniques et puis vous nous montrez quelques retours d'expérience de projets de rénovation. Merci Lucien d'être avec nous et Thomas Léclan. Merci, bonjour Thomas. Vous êtes directeur d'agence à Paris de la société VTI spécialisée en ventilation et vous parlerez des différentes solutions technologiques qui s'adaptent aux différents types de bâtiments. Voilà, alors j'avais ce premier tour de table étant fait, merci d'être avec nous. J'avais ce premier chiffre clé qu'on avait qui était 9 milliards. Est-ce que vous savez, cher conférencier, ce que c'est 9 milliards? Alors c'était marqué dans le compte-rendu, mais vous l'avez peut-être pas relu le compte-rendu récemment. Vous avez pas d'idée. C'est le volume de travaux de rénovation des copropriétés. Donc ça, c'est on pourrait dire le chiffre d'affaires. Hein. C'est l'activité. Donc c'est colossal. Hein. En ce moment, le gouvernement parle beaucoup de milliards. Alors Antoine, peut-être on va commencer ensemble. Ce qui serait bien, c'est de commencer par donner quelques chiffres clés sur la rénovation à Paris, notamment, puisque c'est votre sujet, et puis les perspectives sur les prochaines années, parce que ce que pose comme question notre public qui est à distance, et puis pour ceux qui sont également avec nous en présentiel, c'est qu'on a un contexte de réduction budgétaire. Est-ce qu'ils vont être impactés? Comment ça va se passer? On sait que les projets, entre le moment où je décide de faire mes travaux et le moment où je commence à faire mes travaux, il se passe plusieurs années. Voilà. Comment tout ça va se passer. Antoine, on va commencer donc effectivement par quelques chiffres clés. Bonjour à tous. Donc oui, je vais vous présenter quelques éléments de bilan de l'activité de la rénovation de la copropriété sur le territoire parisien. Alors là, vous avez 3 histogrammes qui permettent de voir un peu la dynamique qui est déjà bien installée sur le territoire. Le premier histogramme, c'est le nombre de copropriétés qui s'inscrivent à Coach Copro. Donc Irène reviendra dessus c'est un peu la première étape pour une copropriété à Paris pour se lancer dans un programme de rénovation globale. Et alors, pour vous faire une idée, il y a 44 000 ou 45 000 copropriétés à Paris. Et aujourd'hui, chaque année, on recrute finalement un dixième de ces copropriétés. Ça veut dire qu'en 10 ans, on a recruté toutes les copropriétés parisiennes. Donc, on est à 4 300 copropriétés recrutées en 2024. Donc, c'est 4 400 copropriétés qui souhaitent se lancer dans un programme de rénovation énergétique, voire environnementale. Donc aujourd'hui, dans le Coach Copro, il y a déjà 14 000 copropriétés inscrites. C'est un tiers des copropriétés parisiennes. Donc on voit vraiment une dynamique très très forte se développer sur le territoire et ça nous réjouit beaucoup. La deuxième étape d'un projet, quand on n'a pas beaucoup d'informations sur sa copropriété, c'est de réaliser un diagnostic technique global. Alors, il y a d'autres manières d'y arriver, mais en tout cas, c'est un indicateur qui est assez facile à suivre puisque dans le cadre de l'accompagnement de la ville de Paris, on finance cette prestation à hauteur de 5 000 euros. Et aujourd'hui, en 2024, on a financé 1400 chèques DTG. Ce qui fait quand même un volume très important de copropriétés qui se lancent dans l'évaluation des besoins de leur copropriété, des évaluations à la fois techniques, énergétiques et architecturales pour vraiment avoir une idée très claire de l'état de la copropriété. On voit la très forte dynamique. Tout ça, c'est dans le cadre de notre opération Éco-Rénovons Paris Plus qu'on a lancée en 2022 et vous voyez la progression très très forte sur 3 ans. Donc ça, c'est aussi une dynamique qui nous rassure sur la transition du territoire.
Et puis enfin, la troisième étape, c'est l'intégration à Ecorénovons Paris Plus. Donc Ecorénovons Paris Plus, c'est une opération d'amélioration de l'habitat au sens de l'Agence nationale de l'habitat. C'est finalement donner une assistance à maîtrise d'ouvrage à la copropriété pour qu'elle puisse construire son projet dans tous ses aspects. Et là, on voit aussi, alors il y a un décalage dans le temps, mais on voit aussi une très forte dynamique avec une intégration en 2024 de plus de 200 copropriétés dans le dispositif. Ça veut dire que c'est des projets qui vont a priori voir le jour où les copropriétaires décident de choisir une maîtrise d'œuvre, de se faire accompagner par une assistance à maîtrise d'ouvrage pour les accompagner dans leurs projets. Et donc, on voit 2024 avec une forte dynamique et 2025, les tendances actuelles sont du même ordre, voire un peu supérieures. Donc, voilà, on se dit qu'on peut au moins recruter 250 copropriétés cette année. Donc, une très, 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 très forte dynamique. Aujourd'hui, dans le dispositif Ecorénovons Paris, on accompagne plus de 500 copropriétés, ce qui représente 30 000 logements qui sont actifs dans leur projet. Donc voilà, c'était pour vous montrer la dynamique. Pour l'étape d'après, c'est le vote des travaux. Donc on va vous remonter l'histogramme du vote des travaux. Alors c'est un peu plus erratique, dirons-nous, mais ça c'est lié à la succession d'opérations qu'on mène sur le territoire avec un début d'opération où on a un fort recrutement, une fin d'opération où on va avoir beaucoup de réalisation de travaux, et puis on recommence le cycle après la nouvelle opération. Donc on avait eu Ecorénovons Paris 1 à partir de 2016, une opération intermédiaire entre 2020 et 2022, et puis à partir de 2022, une opération Ecorénovons Paris Plus. Donc on voit qu'en 2024, on a eu 2500 logements qui ont voté leurs travaux, et on est aux alentours, les prévisions 2025 sont aux alentours de 4300, donc on va dépasser notre maximum de 2019, et sans doute qu'en 2026, on sera encore plus haut. Donc voilà, c'est vraiment pour vous montrer que c'est l'accompagnement du début, il donne des résultats à la fin, il donne des votes de travaux, il donne des réalisations de travaux avec, pour mémoire, une performance moyenne de l'ordre de 45% d'économie d'énergie du point de vue du calcul réglementaire. Et puis un point pour vous rassurer sur les budgets, puisque c'est un sujet très important. On a du mal à avoir une visibilité à long terme sur le budget de l'État dont découle le budget de l'Agence nationale de l'habitat qui vient financer vos travaux. La chance qu'on a sur le territoire parisien, c'est qu'on est dans le cadre d'une délégation de compétences de l'État, et donc on a une sanctuarisation de nos budgets. Et donc en 2025, l'État nous accorde plus de 45 millions d'euros de subventions pour les travaux, auxquels on ajoute les engagements de la ville de Paris qui sont de près de 30 millions. Donc, voilà, on a vraiment de quoi venir soutenir les copropriétés dans leurs projets d'un point de vue financier. On n'a pas encore d'indication pour l'année prochaine, mais on sait aussi que l'ANA renforce ses efforts sur la copropriété parce que c'est plus compliqué. Et c'est vrai que c'est plus difficile de rénover sa copropriété que son logement ou sa maison individuelle d'un point de vue technique et puis organisationnel. La copro, c'est pas toujours simple. Et puis c'est aussi des travaux, quand on les finance, on a des vrais résultats puisque on a une assistance à maîtrise d'ouvrage, on a des maîtrises d'œuvres professionnelles, on a un contrôle de la puissance publique qui permet d'avoir des bons résultats. Donc on a une grande confiance de l'ANA sur ces budgets, et on espère que ça va continuer. Oui, on voit effectivement des budgets importants, et puis une grosse progression, ce qu'on dit cette année là du nombre de logements qui font des travaux. Est-ce que vous, les entreprises, mais j'avais aussi une question pour vous, Antoine, est-ce que vous, les entreprises, vous ressentez, c'est un petit retour d'expérience, vous ressentez cette progression du nombre de travaux qui sont réalisés dans les copropriétés? Est-ce que vous avez une activité très forte? Ah oui, clairement, effectivement, on ressent une hausse depuis 3-4 ans sur les votes de travaux de rénovation énergétique. Et ce qui a été très bien aussi illustré par les graphiques que montrait la ville de Paris, c'est que en fait, il y a un temps d'attente. En fait, on met en place un dispositif en 2019. En fait, les effets réels de ce dispositif, on va les voir que quelques années plus tard, parce qu'il y a différentes phases, parce que le processus est long, il y a un DTG, il y a une phase de conception. Donc en fait, les votes de travaux, ils arrivent que 2, 3, 4 ans après la mise en place de ces dispositifs. Oui, donc ça, c'est les résultats de tout le travail qui a été accompli depuis
plusieurs années. Et vous, Thomas, aussi sur la partie ventilation, là, vous sentez cet engouement, cette montée en puissance? Oui, on a senti un fort développement. En fait, bon, faut savoir que nous, on est une entreprise qui est en plus en pleine croissance, du coup, de ce fait-là. En fait, C'est bien micro de... on est uniquement dans la réhabilitation énergétique. Du coup, on sent qu'il y a une vraie évolution. Pour preuve, on a un nouveau site de production, donc on s'agrandit. On sent qu'il y a des vrais besoins et on se staffe. On a une agence qui a été créée à Paris qui n'était pas le cas avant. Ouais. Donc on sent que les besoins sont là et du coup, on essaie de mettre les moyens en face. Antoine, j'avais une question de Tecla, pardon. Est-ce que vous allez supprimer la subvention du DTG à hauteur de 5 000 € à partir de juin 2025? Oui, d'ailleurs, c'est une question que je voulais poser. Est-ce que c'est des budgets illimités? Est-ce que ça va être changé? Voilà. Alors, les budgets que je vous présente, démontrent que ce ne sont pas des budgets illimités. On a en 2025 les enveloppes que j'ai présentées. La question sur le chèque DTG est intéressante. Je pense la personne qui pose la question pense au chèque DTG de la métropole qui effectivement va s'arrêter à partir du 1er juin 2025 avec une réflexion qui va être lancée par la métropole sur un nouvel accompagnement à mettre en place. La métropole du Grand Paris. Pardon, oui, la métropole du Grand Paris. Ouais. Sur le territoire parisien, ce sont des budgets de la ville de Paris et donc on n'a pas de volonté de supprimer cette subvention. Donc cette année et a priori l'année prochaine, on continuera à financer les diagnostics techniques globaux sur le territoire parisien à hauteur de 5 000 €. Et puis pour la suite, il y aura les élections municipales et ça c'est une action vraiment portée par les élus. Donc je peux pas présager de l'avenir, mais en tout cas il y a une vraie dynamique pour accompagner ces copropriétés. Et le chèque DTG, c'est vraiment la première, mettre le pied, la première étape, la première brique à un projet. Et ça nous semble important de maintenir ce financement pour que les copropriétés, finalement sans coût, pour faciliter le vote en AG, puissent déjà bien maîtriser la connaissance autour de leur bâtiment et puissent savoir ce qu'ils ont à faire. Donc, pas de suppression au 1er juin 2025 sur le territoire parisien. Ok. Donc on a effectivement, par contre, sur la métropole du Grand Paris, moi j'avais une autre question. Sur la métropole du Grand Paris, effectivement, là, il y a un changement hein, Ouais. sur les chèques DTG, donc ça sera peut-être remis en place. Et puis, autre point, comment font le public qui nous regarde et de toute la France? Donc finalement, il faut qu'ils se rapprochent de leur agence locale de l'énergie pour reconnaître les aides dont ils bénéficient sur les DTG? Alors, selon le territoire, effectivement, il y a des aides différentes. C'est l'espace Conseil France Rénov maintenant qui est la référence de l'accompagnement. Alors, souvent, il y a une ALEC derrière. Mais disons qu'il y a une organisation nationale qui s'appelle l'Espace Conseil France Rénov, qui est organisée par l'Agence nationale de l'habitat. Vous allez sur la plateforme de l'Agence nationale de l'habitat et là, vous aurez l'orientation en fonction de votre secteur ou de votre territoire. On vous orientera vers le meilleur accompagnement possible. Et c'est souvent une ALEC qui va vous accompagner dans les premières démarches. Voilà. Allez, on continue. Merci Antoine là, pour ce tableau là, c'était super d'avoir ces chiffres clés là qui nous donnent des perspectives aussi pour l'avenir. Irène, vous représentez l'agence parisienne du climat. La question qu'on voulait se poser et qu'on voulait vous poser, c'est quels sont les éléments déclencheurs hein, pour une rénovation en copropriété. Puis vous, comment vous accompagnez les copropriétaires? Très bien. Bonjour à tous. Donc, je suis conseillère à l'Agence parisienne du climat. Donc, l'Agence parisienne du climat est une association qui a été mise en œuvre en 2011 pour mettre en œuvre le plan climat de la ville de Paris, la métropole du Grand Paris. Elle est le guichet unique de la rénovation énergétique à Paris. Nous sommes des conseillers pour les copropriétés, mais aussi des conseillers des espaces France Rénov. Donc, nous avons une mission d'accompagnement des particuliers qui veulent rénover leur logement. Et puis, nous avons une grosse part de travail sur l'accompagnement des copropriétés à Paris. Comme vous l'avez compris, il y a énormément de copropriétés. Donc, c'est l'essentiel de notre accompagnement. L'agence parisienne travaille sur la transition écologique et donc nous sommes aussi la porte d'entrée du dispositif éco
Éco-Rénovons Paris Plus. Alors, notre accompagnement en tant que... Nous sommes 22 conseillers à Paris, répartis par arrondissement. Il y a des arrondissements qui nécessitent d'avoir 2 conseillers par arrondissement. Moi, je suis sur le 18e. Il y a 2 conseillers sur le 18e. Nous allons travailler sur la maturation du projet, en fait, accompagner jusqu'à l'éventuelle intégration dans Éco-Rénovons Paris et aider les copropriétaires à comprendre comment atteindre un projet de rénovation global, puisque c'est quand même l'enjeu. Jusqu'à présent, les copropriétés ont plutôt réfléchi étape par étape. C'était quand même la grande logique de la copropriété jusqu'à il y a quelques années. Ah oui, alors, parce qu'on a ça, alors pour resituer les choses, on a d'un côté, on a la rénovation globale où on peut faire étape par étape, hein. C'est-à-dire je rénove les fenêtres, ensuite la toiture, mais aujourd'hui on est plutôt sur une stratégie de rénovation. Alors globale. le gros enjeu pour réussir, parce que finalement le but c'est de réussir une rénovation énergétique, c'est de réfléchir globalement plutôt que étape par étape. Mais on sait que la copropriété, c'est compliqué. Par moment, on ne peut pas aller jusqu'à un projet de... Qu'est-ce qui est compliqué dans la copropriété? Est-ce que c'est la sociologie de la copropriété? C'est un petit peu de tout. décision? Oui, c'est comme une petite ville. C'est une copropriété, c'est une histoire. Ce sont des gens qui peuvent ne pas s'entendre, qui peuvent ne pas avoir la même conception des choses. Donc nous, à l'Agence parisienne du climat et dans toutes les ALEC, on va travailler sur ça. Donc on va déjà les écouter, parce que c'est très important. Alors, en tant que conseiller, nous avons environ un portefeuille de parfois 800 à 1000 copropriétés. Mais je vous rassure, elles ne sont pas toutes actives. Donc, ça nous permet de répondre à toutes les demandes sous la forme de réponse à des mails, organiser des visios. On organise beaucoup de visios avec les conseils syndicaux, les référents énergie. Il y a un référent énergie parce que quand on est inscrit sur Coach CoPro, l'accompagnement démarre et ensuite on est plutôt en contact avec le référent énergie et le conseil syndical essentiellement. Et donc on va travailler avec eux de manière à pouvoir comprendre quels sont les intérêts de la copropriété et puis essayer de trouver le conseil le plus adapté. En fait, on fait de la dentelle avec les copropriétés pour leur donner le meilleur conseil. On a une recherche d'excellence du conseil à l'égard, une obligation de trouver les bonnes stratégies pour eux. Et donc, il est clair que ce qui déclenche la rénovation énergétique, c'est des augmentations de factures d'énergie dans les derniers temps, c'est certain. Ça a beaucoup compté. Des perceptions de confort, des propriétaires bailleurs qui ont fait réaliser des DPE individuels et qui se sont retrouvés en passoire thermique. Donc, ils vont nous appeler par le biais de France Rénov et puis s'inscrire sur Coach CoPro éventuellement et essayer de réfléchir à ce que la copropriété peut proposer. Oui, parce que là, sur les passoires thermiques, pour rappeler, hein, juste, il y a une interdiction de mise en location des logements qui sont étiquettes F et G, si je ne me trompe pas. Alors, à partir de quand? Étiquette G, là, en janvier 2025, F en 2028. Ouais, donc ça, c'est demain, le temps de faire les travaux, si on n'a pas commencé tout de suite. Voilà. Donc là, on a beaucoup de copropriétaires à titre individuel qui nous appellent. On a une idée de nombre de copropriétés qui sont F et G, on avait ce chiffre clé à Paris, Lucien, Antoine? Alors F et G, c'est de l'ordre de 30% des logements. Ouais. Après, la répartition entre logement loué ou logement occupé par son propriétaire, c'est plus difficile d'avoir la donnée, mais on sait que a priori les logements loués, mis en location, sont moins performants d'un point de vue énergétique que les logements occupés par des propriétaires occupés. Ah oui, donc il y en a plus que 30%. Donc on a à peu près un peu plus. Ouais. Voilà. Voilà. Alors, donc ça c'est les éléments déclencheurs. Donc il y avait l'étiquette énergie. Effectivement, on comprend voilà, pourquoi. Absolument. Et puis après, ce qui aide énormément à porter ces projets, c'est la réalisation de diagnostics. Et là, dans notre accompagnement, va y avoir un gros travail d'échange des
de documents. En fait, les copropriétaires vont nous transmettre les audits architecturaux dont ils disposent. Donc pour nous, c'est un atout, une copropriété qui a réalisé des diagnostics, parce que ça va nous permettre de mieux comprendre dans quelle situation ils sont. Et on en parlera tout à l'heure peut-être, mais on distinguera les obligations réglementaires, le plan pluriannuel de travaux, le DPE individuel et collectif, et puis le DTG. L'atout du DTG, le diagnostic technique global, et muni des éléments qu'on va avoir, on va les conseiller pour essayer de leur proposer un accompagnement qui va éventuellement, si la copropriété a compris l'intérêt de la rénovation globale, et ça c'est le DTG essentiellement qui va nous aider à le porter, intégrer Ecorénovons. Alors, c'est tout un cheminement. Et sur Coach CoPro, on a un annuaire des professionnels. Donc, ça peut être la slide après. Et cet annuaire des professionnels, il est fondamental parce que c'est là où on référence, où les professionnels viennent à nous pour, on va les guider dans cet annuaire-là pour qu'ils trouvent les meilleurs professionnels pour les accompagner, parce qu'évidemment, un projet qui a du succès, c'est un projet qui fédère autour de la copropriété plusieurs types de professionnels. C'est un travail collectif. Donc, pour résumer, on va passer d'une logique individuelle à une logique collective, un petit peu dans tout, parce que c'est ce qu'il y a de plus efficace pour rénover. Alors, merci Irène pour on va revenir ensemble, hein, on a plein de choses à se dire. On continue ce tour de table. Lucien, donc je voulais continuer avec vous. Donc là, on voit Irène nous a présenté quelques-uns des éléments déclencheurs, explosion des charges, une copropriété qui se dégrade, la prise de conscience des coûts énergétiques et les passoires thermiques, hein, les problèmes de mise en location. Donc vous, en tant que maître d'œuvre, AMO, bon, vous allez nous préciser tout ça. La question qu'on se pose, c'est sur la partie conception des travaux, quels sont les différents acteurs, et puis quelles sont les bonnes pratiques pour mettre en mouvement cette copropriété qui a pris cette première conscience. Merci. Alors, effectivement, quand une copropriété souhaite se lancer dans un projet de rénovation globale, il y a 3 grandes étapes. La première, c'est celle que présentait Irène, c'est le DTG, diagnostic technique global. Alors, comme l'a montré aussi Antoine, il y a une grande partie déjà des copropriétés qui ont commencé à le faire, ce DTG. Il y en avait 1500 l'année dernière, et il y en a peut-être encore qui vont se lancer. Donc l'objectif du DTG, c'est de faire un audit global du bâtiment, d'identifier quelles sont les pathologies, quelles sont les forces, les faiblesses. Et une fois que cet état des lieux a été dressé, c'est de lister un certain nombre de préconisations de travaux pour guider la copropriété vers un projet de rénovation globale. Donc, ça veut dire quoi un projet de rénovation globale? C'est quand vous mutualisez plusieurs travaux. Et aujourd'hui, MaPrimeRénov' copropriété est une des aides, je dirais, la plus importante pour financer des projets de rénovation globale. Et le critère, ou un des critères principaux, c'est de faire 35% de gains énergétiques grâce à ces travaux de rénovation globale. Et pour arriver à ces 35% de gains énergétiques, il faut combiner plusieurs travaux. Et c'est là l'objectif du DTG, c'est justement d'identifier quel bouquet de travaux, ou alors quel scénario de travaux, on peut conseiller à la copropriété pour justement débloquer cette aide MaPrimeRénov', réduire ses consommations énergétiques et puis valoriser son patrimoine via l'étiquette DPE notamment. Une fois que la copropriété a terminé son DTG, donc elle a reçu un livrable qui est parfois très conséquent, elle peut justement s'orienter entre... D'ailleurs, je coupe, il y a une question Teclac là qui propose une question, c'est est-ce qu'il y a un référentiel pour le DTG, le PPT, c'est quel est le référentiel qu'on utilise? Ah oui, c'est la ville de Paris qui... C'est le référentiel de la ville de Paris, donc c'est nous qui le transmettons, référentiel DTG, référentiel de maîtrise d'œuvre conception. Ok, voilà. Donc c'est l'Agence parisienne du climat, donc ça c'est sur Paris, mais c'est l'ALEC en fonction du territoire, l'Agence locale de l'énergie et du climat, en fonction du territoire où on se trouve, à transmettre cette trame. Hein. Oui, et d'ailleurs, c'est une sécurité supplémentaire pour les copropriétés. C'est-à-dire que quand elles sont accompagnées par la ville de Paris et qu'elles
se lancent dans un DTG, elles savent ce qu'elles vont avoir à la fin. En tout cas, le prestataire qui va accompagner la copropriété se doit de respecter ce cahier des charges. Et d'ailleurs, la ville de Paris fait une lecture à la fin de l'ensemble des livrables pour s'assurer que le livrable est conforme. Donc on arrive sur la conception après. C'est ça, conception. Donc pour donner un ordre de grandeur, un DTG, ça dure entre 6 et 8 mois. Je dirais du lancement jusqu'à la fin. Donc quand même, il faut se dire, c'est d'âge en âge. Hein. C'est-à-dire que chaque mission se vote. On vote le DTG à l'année N. On pourra voter la conception à l'année N+1. Ne faisons pas peur à nos copropriétaires. C'est pas 6-8 mois de travail pour faire le DTG en lui-même. C'est la gestion de projet global entre le moment où je lance le projet et puis le moment où j'ai mon DTG. On discute, on échange. C'est ça. Hein. Oui. Effectivement, il y a des réunions. D'abord une première réunion de lancement, puis une visite sur site, puis une réunion de restitution au conseil syndical. Et toutes ces réunions, elles peuvent donner lieu à des reprises, à des échanges, justement pour qu'à la fin le livrable soit le plus qualitatif possible. Et donc pour revenir à la phase de conception, donc qui est la phase suivante, qui va durer aussi à peu près 1 an. L'objectif là, c'est qu'une fois qu'on a identifié, que la copropriété a identifié le scénario de travaux le plus adapté, on va pouvoir justement l'affiner, le travailler avec la copropriété, c'est-à-dire choisir tous les éléments techniques, les matériaux, la couleur, les solutions techniques qui existent pour justement arriver 1 an plus tard à voter des travaux de rénovation. Donc c'est aussi lors de cette phase qu'on va consulter les entreprises qui vont pouvoir mener à bien ces travaux de rénovation globale. Et enfin, la phase d'exécution qui est finalement la réalisation des travaux. Voilà, on peut passer à la suivante. Alors, l'équipe de maîtrise d'œuvre. Pour être accompagné dans un projet de rénovation globale, c'est important pour toutes les copropriétés de réunir 3 compétences clés. La première, c'est la compétence d'AMO, donc assistant à maîtrise d'ouvrage. L'assistant à maîtrise d'ouvrage, c'est une entreprise qui va être là pour justement réaliser toute l'ingénierie financière du projet. Ça veut dire identifier toutes les aides locales comme Éco-Rénovons Paris Plus pour les Parisiens, les aides nationales comme MaPrimeRénov' copropriété, et puis d'autres aides éventuellement selon les départements. Il y a une deuxième compétence qui est la compétence de maître d'œuvre. Le maître d'œuvre, c'est celui qui va faire toute la conception architecturale, qui va consulter les entreprises et puis qui derrière va suivre le chantier. Et enfin, vous avez la compétence de bureau d'études techniques. Le bureau d'études techniques, c'est celui qui va faire justement tout le calcul thermique du projet. C'est-à-dire c'est lui qui va simuler l'étiquette DPE avant et après travaux et qui va déterminer quel va être le gain énergétique du projet de rénovation globale de la copropriété. Donc, vous aurez différents types de prestataires. Soit vous pouvez faire appel à 3 entreprises, donc un AMO, un maître d'œuvre et un bureau d'études. Ou soit vous pouvez faire appel à ce qu'on appelle des ensembliers, donc qui sont des entreprises qui regroupent en interne toutes ces compétences. Et enfin, pour terminer très rapidement sur un focus sur la phase de conception, donc qui est finalement la phase qui précède le vote des travaux de rénovation globale. Comme je l'expliquais, elle dure entre 10 mois et 13 mois, donc une année, et c'est important de s'en tenir à ça, puisque plus la phase de conception va durer, et plus on risque d'essouffler un peu le projet. Donc c'est important lors de cette phase de vraiment dynamiser la copropriété, et donc de s'en tenir à un délai, je dirais, de phase de conception raisonnable. Donc il y a différentes étapes dans cette phase de conception. On fonctionne un peu en entonnoir. La première, c'est la phase de définition de projet qui va durer à peu près 4 mois. L'objectif, c'est qu'une fois qu'on a reçu les livrables du DTG, qu'on refait une visite sur site, l'objectif maintenant, c'est d'affiner les travaux qui vont pouvoir être menés. Donc choisir des matériaux, choisir des coloris, faire une visuelle avant-après. Identifier des options éventuellement qu'on peut suggérer aux copropriétaires comme le remplacement de fenêtres. Et ensuite, une fois que cette phase de définition de projet est terminée, c'est-à-dire que la copropriété sait les travaux qu'elle veut mener. Elle sait exactement ce qu'elle veut faire. Elle a une vision précise des coûts. Et donc à partir de là, on peut consulter les entreprises, rédiger un dossier de consultation, réceptionner les devis. Et une fois qu'on a reçu tous les devis des entreprises de travaux, donc en général, on en consulte 3 à 5 par poste de travaux. C'est-à-dire 3 à 5 devis de ravalement, 3 à 5 devis de ventilation, par exemple. Une fois qu'on a reçu tous les devis, on est capable de finaliser toute l'ingénierie financière. Donc c'est là qu'intervient en fait l'AMO. Et pour justement préparer cette assemblée générale. Donc finalement calculer quel va être le reste à charge pour chaque copropriétaire.
Et une fois que tout ça est bien ficelé, on peut organiser une réunion publique pré-AG qui va permettre justement de partager l'information à tous les copropriétaires, présenter le projet de rénovation, de sorte à ce qu'au moment de l'Assemblée générale, tous les copropriétaires savent pourquoi ils vont voter. Très bien. Alors, parce que je prenais une question de Benjamin, là, je disais qui posait la question, je vous la pose. Hein, porter un projet de rénovation dans ma copropriété, disposez-vous d'une présentation synthétique des étapes de projet et des modalités de financement? Bon, j'imagine il faut qu'on vienne vous voir là pour répondre à Benjamin. C'est parce que Absolument. En fait, sur le site, Benjamin peut regarder sur le site de l'Agence parisienne du climat. On met à disposition des usagers un grand nombre de documents et il est possible d'assister à des webinaires de manière à disposer de toutes les premières informations. comme on C'est fait l'une de aujourd'hui nos d'ailleurs. vocations, c'est l'une de nos activités essentielles, c'est de réaliser des documents qui soient fiables et qui puissent leur permettre de mieux comprendre, parce que c'est compliqué. Donc, c'est à la fois sur la thermique du bâtiment, sur les étapes du projet, tout ça. Oui, puis c'est un projet qu'on fait une fois dans sa vie, on fait pas ça tous les jours. Donc effectivement, Lucien, c'est compliqué parce qu'on a des copropriétaires qui viennent aussi pour la première fois vous voir. Oui, effectivement, il y a certains copropriétaires qui s'y connaissent vraiment pas en travaux de rénovation. Il y en a d'autres qui sont d'architectes de formation. Donc, en fait, il faut aussi savoir adapter son discours. Le mieux reste de se rapprocher de l'espace France Rénov'. C'est ce qu'il y a de plus sécurisant, je pense. Juste sur les AMO, là, un petit point de détail sur la ville de Paris. Là, si on fait un petit focus, il y a une particularité. Hein. Vous financez aussi cette phase de conception AMO, c'est ça? Oui. Alors c'est le principe d'Éco-Rénovons Paris Plus, en fait, c'est pouvoir proposer aux copropriétés sur proposition de l'Agence parisienne du climat. Donc si on reprend le fil, l'Agence parisienne du climat accompagne dans les premières phases la copropriété, puis quand elle voit que la copropriété est prête à apporter son projet, elle va proposer son intégration au dispositif Éco-Rénovons Paris Plus, et là on va offrir un choix aux copropriétaires. Soit ils ont une assistance à maîtrise d'ouvrage, disons, de base. Et dans ce cas-là, elle est financée directement par la ville de Paris avec des opérateurs qui sont choisis par la ville de Paris. Soit la copropriété a besoin d'une assistance à maîtrise d'ouvrage qui est un peu plus renforcée, notamment par exemple pour monter des prêts à taux zéro. Et dans ce cadre-là, on va plutôt l'orienter vers les AMO qu'on appelle privés. Et dans ce cadre-là, elle choisira son AMO en fonction de ses besoins et elle bénéficiera d'une subvention de l'Agence nationale de l'habitat pour financer cette assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc, dans ce cadre-là, elle aura un reste à charge, mais elle aura un petit reste à charge, mais elle aura un service qui sera peut-être plus adapté à ses besoins. C'est vraiment un choix de la copropriété en fonction de ses besoins, soit une AMO gratuite d'une certaine manière, soit une AMO financée par subvention avec un reste à charge, mais avec des prestations complémentaires. Voilà, donc là, il faut que vous vous posiez les questions. C'est comme les choix d'entreprise. Hein, il faut que vous posiez toutes ces questions-là. On va continuer avec vous, Thomas, puisqu'on a la chance de vous avoir aussi avec vous. On a un peu toutes les personnes qui sont représentées, les métiers qui sont représentés autour de la table, puisque vous êtes l'entreprise, hein, l'entrepreneur. On avait dit qu'on ferait un focus, effectivement, qui est votre sujet, sur la partie ventilation, hein, parce qu'il a manqué à personne. Là, j'ai re-entendu des chiffres là, puisqu'ils sont sortis, parce que on a parlé des ZFE, hein, vous savez, en ce moment, zones à faible émission qui ont été supprimées récemment. On fait pas de politique hein, aujourd'hui, hein, on va pas discuter si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, mais en tout cas, il y a un chiffre que j'ai retenu, c'est qu'il y a 40 000 morts par an qui sont liés à des problèmes de qualité de l'air. Alors, extérieur et intérieur. Donc vous travaillez plutôt sur la qualité de l'air intérieur, hein, puisque vous êtes sur la ventilation. Est-ce qu'on pourrait rappeler donc à notre public ces quelques enjeux de cette ventilation et puis aussi pour suivre ce fil hein, de projets de rénovation qu'on a, est-ce qu'il y a besoin de faire des audits, des diagnostics préalables avant les travaux, notamment sur la ventilation? Bien sûr. C'est vrai que s'il y a quelque chose qui est assez... Bon, les ZFE, ça a fait quand même... ça a fait un peu de bruit dernièrement, mais on a, nous, un sujet qu'on souhaite quand même porter un peu plus, c'est que la qualité d'air intérieur, comme c'est inscrit sur le diapositive, est 5 à 8 fois plus polluée à l'intérieur
qu'à l'extérieur. Et du coup, c'est vrai qu'on s'est beaucoup concentré sur l'extérieur avec les ZFE. On a un vrai enjeu de santé publique au niveau de la qualité d'air intérieur. En fait, c'est vrai que ce qui est évoqué souvent, la raison première pour laquelle on fait appel à nous, c'est pour faire des gains d'énergie. Donc, au niveau de la ventilation, on sait qu'on a un gain d'énergie qui est possible avec des systèmes qui sont plus performants aujourd'hui. On peut optimiser et faire baisser le coût d'une facture de consommation d'énergie de 20%. Il y a aussi la qualité du bâti et comme disait Irène, le confort des gens, que ce soit par la condensation ou par la moisissure. Mais on a quelque chose qui est beaucoup moins traité dans la rénovation énergétique parce que du coup, c'est pas le sujet principal, mais c'est la santé publique. Alors pour revenir juste sur la diapo, on n'a pas tout à fait le même chiffre là, mais parce que vous parlez peut-être de décès qui sont liés à la problème de qualité de l'air intérieur dans le logement. Il y a plus de décès liés à la qualité de l'air intérieur ou extérieur que de morts sur les routes Exactement. en France. Donc ça c'est pour rappeler, c'est colossal. Et puis cet air aussi, c'est parce que finalement il faut un renouvellement d'air. Mais si ce renouvellement est trop puissant, trop fort, on perd des calories, hein, c'est ça. En fait, c'est une histoire d'équilibre. Ouais. L'air chaud, je le fais sortir à l'extérieur, donc il faut que je réchauffe et donc ça coûte de l'énergie. Et puis s'il n'est pas suffisamment important, je fais un Tupperware et donc on voit toutes les difficultés qu'il y a. Donc il y a un bon niveau et ça c'est ce sur quoi vous travaillez. Ouais. On travaille sur ça. En fait, aujourd'hui, de toute façon, les subventions, elles sont données uniquement pour les systèmes de ventilation hygroréglables, que ce soit l'hygro A ou l'hygro B, et du coup, on doit s'adapter en fonction de ce qu'on doit faire en gain d'énergie et de respecter aussi la qualité d'air au niveau des logements. Alors peut-être la diapo suivante, voilà. Donc il y a 5 bonnes raisons de rénover son système de ventilation. Donc déjà, la première, c'est d'améliorer la qualité d'air intérieur, ce qui est essentiel pour la santé. L'amélioration du confort, qu'il soit thermique, olfactif ou acoustique. De conserver la qualité du bâtiment. Donc bon, ça se voit généralement par des moisissures, mais ça peut être un peu plus profond si on laisse traîner ce genre de choses. Il y a les économies d'énergie parce que du coup, on va maîtriser la ventilation. Et après, ça va augmenter la valeur du patrimoine et ça permettra aussi de le louer, comme ça avait été évoqué juste avant. Ça évite certains blocages au niveau des locations de logements. Du coup, pour respecter un peu en gros, quand on passe sur une réhabilitation énergétique, il faut savoir que nous, VT1, en tant que fabricant, on a longtemps été spécialiste de tous les bâtiments avant les années 80. Donc, avant l'arrêté du 24 mars 1982, on avait beaucoup de systèmes de ventilation pièce par pièce naturels. En gros, sur les conduits qu'on va retrouver qui sont en haut, conduits Chint individuels et Alsace, ce sont des conduits maçonnés d'époque. Et qui sont alors, c'est les 3 photos là. Vous passez très vite, mais parce que vous connaissez ça par cœur, mais ouais. c'est les 3 photos en haut à droite que vous voyez. Donc exactement. Le conduit Shunt, ça c'est quoi? C'est un conduit collectif. C'est un conduit collectif avec des rameaux individuels. Donc ça, c'est un conduit qui était existant dans les années 50 et 70, qui s'est fortement fait sur ces périodes-là. C'est ce qu'on voit sur les immeubles des 30 Glorieuses, hein, ces grands bâtiments. Exactement. Et sur lequel il y a une grosse bouche de sortie. Exactement. C'est ça. On a des conduits individuels qu'on peut retrouver sur des bâtiments pareils entre les années 50 et 70, mais c'est plutôt à partir des années 30. Alors ça, c'est ce qu'on voit sur les immeubles. Là. Il y a plein de petites cheminées. Les vitraux orange, exactement. C'est ça, ouais. Donc qu'on voit beaucoup sur les bâtiments parisiens, qui sont des bâtiments qui sont assez anciens. Et les conduits Alsace qu'on peut retrouver aussi sur la région parisienne. À Paris, on trouve du conduit Alsace. Ouais, c'est assez particulier, mais on trouve des conduits Alsace. Pas forcément à Paris, mais en région parisienne, on en trouve pas mal en tout cas. Oui. Donc ça, c'est des conduits qui sont à traiter avec des systèmes particuliers qui sont appelés basse pression, dans lesquels on a été spécialiste pendant longtemps et qui méritent un diagnostic particulier parce que déjà, il faut voir dans quel état ils sont, la dimension qu'ils font, pour pouvoir adapter un système de ventilation dit général et permanent par balayage. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui en VMC traditionnel, comme on retrouve juste en dessous avec les conduits galvanisés cylindriques. Donc, depuis le 24 mars 1982, la VMC est obligatoire et du coup, on a des conduits de ventilation qui sont adaptés au niveau des pièces d'eau, donc salle de bain, toilette, cuisine, c'est lié aux buanderies, et on extrait au niveau de ces pièces-là, et on fait rentrer l'air au niveau des pièces sèches. Sur les bâtiments avant les années 82, on n'aura pas forcément des conduits dans toutes les zones, et du coup, il faudra s'adapter à la situation du bâtiment. On a aussi des années, juste pour revenir, on a aussi des bâtiments des années 1900 ou avant qui n'ont pas du tout de conduit. Donc, on a des solutions de création de gaines à réaliser. Il y a un critère aussi qui est important qui se trouve sur la gauche, c'est de savoir quel est le système de production d'eau chaude. C'est un des sujets les plus importants quand on fait, nous, une étude, c'est de savoir
comment échauffer l'eau et comment on a le chauffage. Si on a des chaudières individuelles gaz, ça pose beaucoup plus de problématiques et on a des solutions de système qui sont beaucoup plus restreints et qui sont pas forcément cachables, si je peux dire ainsi. Parce que sur Paris, on sait qu'on a des sujets d'ABF, on peut pas forcément mettre des tourelles en toiture. Alors les ABF, donc les architectes de bâtiments de France. Alors là peut-être vous allez continuer, mais Irène et Antoine, c'est il y a des aspects architecturaux. On peut pas faire n'importe quoi sur les bâtiments. Absolument. Et à l'APC, à l'Agence parisienne du climat, on a des collègues qui sont dédiés aux relations avec les architectes des bâtiments de France. Et c'est quelque chose qu'on anticipe. Donc, quand on va avoir un dossier à porter, dès le démarrage, on réfléchit à ça aussi pour préserver le patrimoine et améliorer les performances énergétiques. Donc, c'est l'un des énormes enjeux dans les centres-villes historiques, en particulier à Paris. Oui. Ouais. Donc ça veut dire que dès le début du projet, il faut aller mettre sur la table de l'ABF son projet pour s'assurer qu'il va pas être retoqué, c'est ça? Alors on va leur recommander de faire appel à un architecte. Ouais. Tous les bâtiments anciens, après je vous laisse la parole bien sûr, mais on va insister sur le fait que il faut un architecte qui puisse guider sur les bâtiments patrimoniaux. Lucien, ouais. Oui, en fait, c'est comme quand on construit en fait un immeuble. Quand on construit un immeuble, il faut qu'on dépose un permis de construire, qui est une autorisation de la ville à faire ses travaux. Et puis, pareil, quand on fait une rénovation énergétique, il faut déposer ce qu'on appelle une déclaration préalable. Ça veut dire se rapprocher du service de l'urbanisme, se rapprocher des ABF pour s'assurer que esthétiquement, techniquement, on respecte les règles urbanistiques en vigueur. Alors donc Thomas, si on revient sur le schéma, effectivement on était sur voilà les chaufferies. On voit qu'il peut y avoir des contraintes sur les bâtiments qui n'ont pas de ventilation, effectivement, de créer ces systèmes de ventilation. C'est ce que vous disiez. Donc là, il faut intégrer l'aspect architectural c'est dans le projet. Ouais, bien sûr. Après, nous, on essaie au maximum d'utiliser ce qui est existant et de ne pas intervenir sur l'extérieur. Mais des fois, les bâtiments sont pas conçus comme il faut. On est obligé de faire des créations de gaines en façade ou d'avoir des créations de gaines en logement, ce qui n'est pas toujours faisable, pareil, sur des bâtiments parisiens où parfois il y a des mansardes au niveau des pièces de vie. Donc on essaie de trouver la solution la plus adéquate et de sensibiliser surtout aux problématiques qu'on pourrait rencontrer en phase d'exécution. Voilà, donc là on a fait le première étape. Après il y a d'autres diapos, mais c'est pour plus tard. Non, il y a juste une diapo ici. En fait, c'est aussi une contrainte, c'est de savoir quel type de toiture on va avoir. Ah oui. Parce qu'en fait, on a uniquement représenté les toitures terrasses et les toitures combles, mais on peut aussi être sur toiture pente. Donc ça va changer aussi le système. Et on peut aussi être sur des terrasses qui sont privatives, qui donnent sur la toiture et où les conduits de ventilation ressortent. Donc c'est des contraintes qu'il faut prendre en compte parce qu'on peut avoir des propriétaires ou des bailleurs qui peuvent être embêtés d'avoir des cheminées et des systèmes de ventilation mécaniques qui se trouvent au niveau de leur terrasse privative, mais qui appartiennent à des logements inférieurs. Oui. Donc c'est des choses à prendre en compte dès le début. Donc ce que vous voulez dire, c'est Thomas, dans votre propos général, c'est que dans la phase de conception, vous avez besoin d'aller dans le bâtiment pour aller faire à la fois aller découvrir comment est construit ce bâtiment et puis voir les solutions que vous pouvez apporter, parce que de ça dépend le devis que vous allez réaliser. L'étude elle change totalement, ouais. Que ça soit au niveau financier où on peut avoir des gros écarts d'un système à l'autre, et aussi au point de vue faisabilité. Donc c'est vrai qu'en général on accompagne soit des copropriétaires en direct, soit les bureaux d'études, soit directement en phase DTG, on peut accompagner nos partenaires pour aller les sensibiliser à ça. Voilà, mais justement, vous donnez la parole là à Irène parce que vous parlez DTG. Là. On avait dit, on a commencé à le faire, mais Irène, rapidement, est-ce qu'on peut rappeler, parce que je sais qu'il y a plein de sujets, il y a DTG, il y a le PPT, il y a quoi d'autre? Il y a le DPE. Tout à l'heure, vous avez parlé d'audit architectural, mais ça n'existe pas dans la réglementation, si je me trompe pas. Ça existait à un moment donné, mais vous allez le préciser. Est-ce qu'on peut rappeler à notre public les différents éléments et les dates clés là sur lesquelles on est sur cette phase de transition?
Alors, pour les dates clés, il y en a une. Alors ça, c'est le parcours d'accompagnement. On a une slide sur les dates clés. Les voilà. Donc il faut rappeler l'existence de la loi climat et résilience. Elle date de 2021 et elle a mis l'accent sur la notion de logement décent. C'était ce qui était à l'origine. Et donc, on a commencé par le gel du loyer des passoires énergétiques en 2022. On a déjà passé des étapes et l'une d'entre elles, c'était un objectif d'interdire progressivement la location des passoires thermiques. Passoires thermiques classées F et G. Au 1er janvier 2025, on en a parlé tout à l'heure, interdiction de louer les logements en classe G sans avoir fait des travaux. 2028, logements classe F et 2034, logements en classe E. Et puis ça, c'est au niveau individuel pour les propriétaires bailleurs notamment. En ce qui concerne les copropriétés, c'est l'obligation de réaliser un projet de plan pluriannuel de travaux. Et donc nous sommes en 2025. Normalement, toutes les copropriétés de plus de 50 lots ont déjà réalisé leur plan pluriannuel projet de plan pluriannuel de travaux. Il reste celle de moins de 50 lots. Et puis, obligation aussi de réaliser un DPE collectif. Et là, en 2025, ce sont les copropriétés de plus de 50 lots jusqu'à 200 lots. Et en 2026, pour les autres. Donc, les DPE sont valables 10 ans. Et on peut cumuler les deux. On peut très bien faire le projet de plan pluriannuel de travaux et le DPE collectif en même temps. Et une fois qu'on a réalisé le plan pluriannuel de travaux, le syndic aura l'obligation de le présenter à la copropriété et de le mettre au vote. Et la copropriété pourra voter tout ou partie de ce plan pluriannuel de travaux. Il est destiné à établir un projet sur 10 ans de travaux qui tiennent compte des obligations réglementaires, des travaux d'urgence. Donc c'est un outil très très précieux pour les copropriétés. Ça revient à parler de ce que l'on disait tout à l'heure, à savoir si la copropriété veut mener un projet étape par étape, le plan pluriannuel de travaux va lui permettre de le faire. Parce que ça va lister les travaux de structure, les travaux d'urgence. C'est un outil qui a été fondamental pour progresser dans la compréhension du bâti. Et donc, une copropriété peut très bien partir sur simplement ses obligations réglementaires, faire un plan pluriannuel de travaux, un DPE collectif. Nous, à l'Agence parisienne du climat, on pourra toujours, munis de ces documents, leur proposer, s'ils s'aperçoivent qu'ils ont un potentiel de rénovation énergétique, leur proposer d'intégrer le dispositif Éco-Rénovons Paris. Donc, tout est important et tout est utile. Et puis, évidemment, on a parlé beaucoup du DTG. Donc, le DTG n'est pas obligatoire. Le syndicat a l'obligation de le mettre à l'ordre du jour parce que c'est le document le plus complet pour une copropriété. Il est fait de 3 parties. Une partie architecturale, donc ça revient à l'audit architectural en quelque sorte, dont on disposait assez régulièrement dans les copropriétés avant. Donc, une première partie qui se focalise sur l'architecture du bâtiment, une étude thermique très poussée, réalisée en général par un bureau d'études thermiques, et puis une ingénierie financière. Et ce qui va distinguer le DTG de ces autres diagnostics, c'est que la copropriété va pouvoir bénéficier d'un calcul de gain énergétique et d'une estimation des aides financières qui peuvent lui être proposées. Donc c'est un outil très précieux. C'est pour ça aussi qu'il bénéficie d'une subvention, c'est parce que il est le plus complet des diagnostics et il leur permet de se projeter vers un projet global. Donc tout a une logique.
Voilà. Mais dans notre conseil, on peut très bien tomber sur une copropriété qui aura des caractéristiques patrimoniales très fortes et donc qui va être un peu contrainte dans son projet global. Elle a tout intérêt à faire un plan pluriannuel de travaux et un DPE collectif pour comprendre comment ça fonctionne. Elle pourra toujours compléter après. Et Xavier, vous m'aviez demandé de parler d'un exemple qui me venait à l'esprit. J'ai à l'esprit une copropriété des années 60 qui n'a pas de caractéristiques patrimoniales particulières, pas un gros intérêt, avec des façades assez lisses, une chaufferie au fioul et qui a un audit qui date d'il y a une dizaine d'années. Et elle se demande si elle doit faire un plan pluriannuel de travaux, un DPE collectif, alors même qu'elle présente toutes les caractéristiques nécessaires pour pouvoir partir au global. Et dans le conseil, on va lui conseiller, elle pourra partir en maîtrise d'œuvre conception directement, sans avoir à refaire un DTG, et elle complétera avec le maître d'œuvre qui va lui conseiller les audits nécessaires pour pouvoir. Et donc cette copropriété-là, qui est dans le 18e, on va faire en sorte de la convaincre d'intégrer Ecorénovons Paris pour pouvoir être accompagnée et partir dans une logique globale, parce que ce serait vraiment dommage qu'elle s'en passe. Oui, donc Voilà. il y a certaines fois où on suit pas le processus comme on le décrit. En tout cas, il faudra le faire, mais on fait tout en même temps et on Absolument. part sur la phase travaux. Hein. Lucien, je vois Lucien vous. Oui, en fait, c'est la phase de programmation, la première étape, elle est pas toujours obligatoire Ouais. finalement. Si la copropriété est suffisamment mûre, c'est-à-dire qu'elle sait les travaux qu'elle a à faire, bah autant effectivement directement partir en phase de conception. Pour vous, Antoine, donc pour continuer la suite, donc dans ce cadre de cette copropriété, la copropriété vient directement vous voir, c'est ça? Comment c'est quoi l'interface avec la PC, la mairie de Paris? Et puis il y avait une question, on a parlé un peu de l'AMO, hein, on a commencé à parler de ce sujet, mais c'est quoi la mission de cette AMO? Ouais, alors sur la phase d'intégration au dispositif Ecorénovons Paris et à la phase d'assistance à maîtrise d'ouvrage, finalement, l'Agence parisienne du climat va nous proposer des copropriétés qu'elle juge suffisamment mûres pour se lancer dans son projet. Et effectivement, ça peut être une copropriété qui a fait le parcours habituel avec le diagnostic technique global, ou une copropriété qui a une volonté de se lancer dans un programme global et plutôt s'orienter directement vers le choix d'une maîtrise d'œuvre. On est tout à fait souple avec ça. Hein. C'est ce qui compte vraiment, en fait, c'est la volonté de la copropriété, puisque c'est le secret de la réussite, c'est que la copropriété ait vraiment envie de faire une rénovation. Et puis dans ce cadre-là, donc on va lui proposer une assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc comme je disais tout à l'heure, soit financée directement par la ville de Paris, soit au choix de la copropriété. Et l'assistance à maîtrise d'ouvrage va accompagner la copropriété tout au long de son projet. Donc elle va être en interface avec la maîtrise d'œuvre, avec le syndic. Elle va participer aux réunions, aux assemblées générales de copropriété, pour justement expliquer un peu comme un tiers de confiance à la copropriété quelles seront les conditions financières du projet, parce que c'est un des points les plus importants pour les copropriétaires, c'est de savoir combien ça va leur coûter et de savoir à combien ils vont être accompagnés financièrement par la puissance publique. Donc l'assistance à maîtrise d'ouvrage va contrôler finalement. Alors c'est pas au sens ça reste une assistance. Hein, c'est pas au sens des devoirs du syndic, mais par exemple si la maîtrise d'œuvre propose une solution pour faire une isolation thermique par l'extérieur, l'assistance à maîtrise d'ouvrage va bien contrôler que cette solution est finançable par l'Agence nationale de l'habitat et la ville de Paris, et elle va produire ce qu'on appelle le plan de financement. Donc le plan de financement, c'est finalement en fonction du coût des travaux, en fonction de la performance énergétique, en fonction des caractéristiques sociales de la copropriété, de ses dettes ou des choses comme ça, calibrer les aides publiques auxquelles elle pourra prétendre. Elle va le faire à l'échelle de la copropriété, donc on saura combien la copropriété au global va avoir, puisque on a beaucoup d'aides publiques qui sont liées, ce qu'on appelle des aides au syndicat des copropriétaires, donc c'est une aide au syndicat des copropriétaires et pas aux propriétaires directement. Et puis elle va pouvoir aussi calibrer les aides
qu'on appelle les aides individuelles pour les copropriétaires qui ont des ressources modestes ou très modestes au sens de l'ANA, des ressources limitées. Et donc, chaque copropriétaire va avoir finalement son plan de financement personnalisé avant le vote des travaux. Donc, au moment du vote des travaux, la maîtrise d'œuvre aura travaillé le projet, elle aura obtenu des devis auprès des entreprises et l'assistance à maîtrise d'ouvrage fournira le plan de financement et le calcul des aides auxquelles la copropriété peuvent prétendre pour que la copropriété puisse vraiment voter en toute connaissance de cause et savoir combien il y aura de reste à charge. On peut ajouter des prestations de montage de prêt à taux zéro, donc même avoir un échelonnement dans le temps et connaître vraiment la charge financière de ce projet. Alors, on en arrive là, pour vous, Lucien, on avait dit qu'on parlait de plan de financement un peu, et puis montrer quelques exemples de rénovation. Mais bon, avant, je vais prendre deux, trois questions. Il y avait un Sam qui pose cette question. Est-ce que le remplacement des fenêtres, portes et volets des copropriétaires sont financés au même taux de subvention de l'ANA que les travaux collectifs, s'ils sont inclus dans les bouquets de travaux? Ah oui, parce que il y a c'est ce qu'on appelle les travaux individuels d'intérêt collectif, c'est ça? Alors, c'est les TPIC, travaux privatifs d'intérêt collectif. Voilà, les travaux privatifs d'intérêt collectif, c'est-à-dire c'est les éléments qui m'appartiennent, mais qui sont d'intérêt collectif. Est-ce qu'ils sont financés ou pas par l'ANA? Alors, ça dépend. Ça dépend. Ouais, non, on voulait une réponse simple. Ils peuvent l'être, et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que si on intègre le remplacement, c'est-à-dire que si on a compté, en fait, finalement, le nombre de fenêtres que la copropriété veut changer, par exemple, si on prend le nombre de fenêtres qui restent en simple vitrage, le nombre de fenêtres qui restent d'origine, on est capable de justifier auprès de l'ANA que si on remplace l'ensemble de ces fenêtres d'origine, on est capable de quantifier le gain énergétique. Et à partir de là, ça veut dire qu'on impose à ces copropriétaires de remplacer leurs fenêtres à leurs frais. Mais l'avantage, c'est ce coût de travaux va être financé par l'ANA à hauteur de 30% du montant hors taxe ou de 45% si on est sur un projet de rénovation à plus de 50% de gain énergétique. Ce que je comprends, c'est que tout le monde doit y aller là, quand c'est c'est ça. C'est ça. Si c'est en tout cas en TPIC, il faut que tout le monde y aille, ou en tout cas qu'on impose. Travaux privatifs d'intérêt collectif, des TPIC, oui, Antoine. En fait, il faut que ça soit voté par à la majorité par la copropriété. On ne peut pas dire que c'est des travaux TPIC si c'est pas prévu dans le projet et voté par la copropriété. Mais si c'est voté par la copropriété, c'est pris dans le bouquet de travaux et c'est finançable. Voilà, ça c'est très clair. Est-ce que la ventilation, c'est fait partie des TPIC ou c'est quelque chose de collectif? Nous, en tout cas, on n'a que des systèmes collectifs. Ouais. Et du coup, on peut pas avoir de personnes qui sortent de ce système-là. En fait, ils peuvent pas avoir de système individuel si on met un système collectif. Donc, ça sera pas subventionné de la même façon. D'accord. Il y avait une question d'ailleurs pour vous, je la prends, sur les IGH. Est-ce que la réglementation autorise-t-elle ou demande-t-elle l'hybridation du système de ventilation dans un immeuble de grande hauteur, initialement ventilé naturellement par des conduits shunt? Ouais, c'est une question un peu technique. Non, c'est un peu technique. Alors en fait, en gros, tout ce qui est IGH en basse pression, on peut pas le faire. Donc, que ça soit des systèmes hybrides ou des systèmes VMBP, donc ventilation mécanique basse pression, que je présenterai après. On n'a pas le droit de traiter les IGH. D'accord. Par contre, on peut améliorer le tirage en statique. Donc ça, c'est la chose qu'on propose généralement. Donc on a des solutions pour le faire. Sinon, c'est-à-dire qu'il faut tout détruire et passer avec des systèmes VSC standards. Donc c'est des très gros travaux et c'est généralement difficile à mettre en œuvre. Voilà, l'IGH, c'est un bâtiment un peu particulier. Effectivement, il est soumis à des réglementations incendie. Vous en parliez tout à l'heure. C'est ça, ouais. Donc ça, c'est des sujets complexes. Alors, Lucien, on avait dit qu'on montrerait quelques exemples à la fois de plans de financement et puis de travaux. Voilà, on arrive sur un peu la dernière partie de la conférence pour avoir quelques retours d'expérience. Oui, effectivement. Alors aujourd'hui, c'est ce qu'on expliquait, un des enjeux pour les professionnels et aussi pour les collectivités, c'est d'arriver à embarquer la copropriété dans un projet de rénovation globale. Et donc en tant que professionnel chez Cnova, nous on a réfléchi à quels sont en fait les outils qu'on peut mettre en place pour embarquer la copropriété, rendre accessible le projet de rénovation. Donc un des outils qui existe, c'est cette plateforme qui s'appelle GoRéno et qui est finalement en fait un espace client pour chaque copropriétaire qui permet à chacun de suivre les avancées du projet. C'est-à-dire accéder au compte-rendu des réunions, accéder à l'ensemble des livrables et puis suivre le coût des travaux individuellement.
L'autre intérêt de cette plateforme, c'est aussi de pouvoir commander les travaux privatifs qu'il le souhaite. C'est-à-dire, si un copropriétaire souhaite remplacer ses fenêtres parce qu'il les a changées il y a 15 ans et qu'il souhaite en avoir de nouvelles, c'est aussi possible via cette plateforme. Et enfin, c'est une plateforme aussi qui permet aux syndics de générer un projet de convocation de vote des travaux, et puis aux copropriétaires justement d'accéder à une base d'informations, que ça soit sur les aides ou que ça soit sur le projet technique du projet, qui est importante. Donc ça, c'est vraiment sur la partie financière. Donc on essaye vraiment de rendre accessible l'information, de sorte à ce que lors de l'Assemblée générale, chaque copropriétaire connaisse, je dirais presque sur le bout des doigts, le projet de rénovation énergétique et arrive à justifier l'investissement financier qui lui sera dû finalement. Et enfin, là, dans une deuxième partie, je voulais aussi présenter un projet de rénovation, donc sur la résidence Les Gros Chênes, dans les Yvelines, qui est un projet de rénovation globale de grande ampleur. Donc on parle de près de 3 millions, de plus de 3 millions d'euros de travaux, où justement on est intervenu sur les façades avec un ravalement avec isolation thermique par l'extérieur en laine minérale, sur les loggias, avec la mise en place d'un système d'étanchéité liquide, le remplacement des garde-corps qui étaient vétustes pour des garde-corps un peu plus modernes. Alors, système d'étanchéité liquide. Alors, c'est la première fois que je vois ça, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est un liquide qui fait l'étanchéité. Ouais, effectivement, dès lors que on peut avoir des infiltrations sur les loggias ou sur les balcons, et donc c'est des systèmes qui existent et qui permettent justement de réétanchéifier justement les balcons et de protéger la maçonnerie, c'est-à-dire en fait toute la structure au niveau des balcons. Non, mais j'avais mal compris. Oui, c'est pas le système l'étanchéité n'est pas liquide, hein, c'est le système c'est l'étanchéité contre le liquide. C'est ça. En fait, c'est un système qui va permettre justement de protéger la structure du bâtiment face aux intempéries, etc. Le remplacement du système de ventilation par un système de ventilation mécanique hydro-réglable, comme le disait précédemment l'entreprise VTI, et puis l'isolation des toitures terrasses. Donc sur ce projet, justement, la copropriété a touché environ 765 000 euros d'aide. Donc on est à peu près à environ un quart de subvention sur ce projet. Ça change, par exemple, que les garde-corps sont un frais important, mais ne sont pas subventionnés. Donc, on arrive souvent aussi, j'ai vu des copropriétés, on arrive souvent à 30 ou 40% de financement sur. Ah oui, ça peut être beaucoup plus important que ça, effectivement. Ouais. Ça dépend des travaux. Il y a certains travaux qui sont éligibles aux aides, l'isolation thermique par l'extérieur, le remplacement du système de ventilation, l'isolation des toitures. Et puis, il y en a d'autres qui ne le sont pas, mais qui sont importants quand même. C'est-à-dire, par exemple, le remplacement des garde-corps, la réfection d'un muret en extérieur qui est peut-être fissuré. Ce genre de travaux qui font partie justement de l'entretien de l'immeuble, malheureusement ne sont pas subventionnés. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas des travaux énergétiques. Oui, et puis mais quand je mets un échafaudage en place, autant que je fasse des travaux qui sont aussi des travaux architecturaux, parce que ça coûtera beaucoup moins cher de le faire à ce moment-là. Oui, vaut mieux une pierre deux coups, effectivement. Ouais. Ça permet un gain, une économie d'échelle qui est vraiment importante, ouais. Et pour terminer ma partie, voici quelques photos aussi donc du visuel avant, où on voit un système de ventilation mécanique d'origine, mais qui est vraiment vétuste, et puis des façades avec des salissures, des infiltrations. Et Thomas, on peut donner un point de vue là sur ce système là quand vous le voyez comme ça. Alors vous allez dire c'est compliqué de dire à distance, mais non, mais là j'ai l'impression que c'est un système VMC qui a dû être installé dans les années 2000. Qui est posé sur des installations d'avant les années 80, donc qui n'est pas adapté. Ouais. Mais à l'époque, comme la ventilation basse pression n'existait pas, on pouvait installer ce type de choses. Donc là, je pense que ça a été modifié et qu'il y a un système qui est plus adapté depuis. Ouais, on va voir juste après, effectivement. Là, on voit les loggias, le système tel que c'était, ouais. Donc ça, c'était la phase, ça c'est pendant, alors ça c'est la phase travaux, c'est ça ? C'est ça, c'est la phase travaux. Alors il y a plein de photos qui sont intéressantes. Celle à gauche où on voit plein de coloris, en fait, c'est différents types d'enduits. Et on voit même aussi en bas à droite de la photo un système ce qu'on appelle de bardage, où en fait qui donne un aspect brique clair au niveau du rez-de-chaussée. Donc en fait, le choix des coloris, le choix des matériaux, il est encore ajustable jusqu'au moment où on va poser les premières pierres.
parce que forcément, quand on est en phase de conception et qu'on montre des perspectives architecturales, la couleur donne pas forcément la même en vrai. Donc on fait toujours des ajustements dans la limite de la réglementation et des ABF, justement, parce qu'on ne va pas se permettre tous les types de coloris. Et voilà, parmi les autres photos, on voit la base de vie du chantier. Et puis juste avant les échafaudages. Et donc là, effectivement, les travaux sont terminés. On voit un nouveau système de ventilation qui a été mis en place, les nouveaux garde-corps qui ont été choisis par la copropriété parce qu'ils rappellent cet aspect arboré de la résidence. Et puis voilà une photo sur l'extérieur de la copropriété. On voit en toiture des garde-corps qui sont obligatoires pour garantir la sécurité des intervenants qui peuvent être amenés à travailler sur les toitures. Donc voilà. Et puis si certains personnes sont intéressées pour justement visiter le chantier, puis discuter avec les équipes de Cnova et puis les copropriétaires, ils peuvent venir sur la résidence le 16 juin à 16h à l'occasion d'une visite. Voilà, merci pour cette présentation. Alors pour terminer avec vous, Thomas, on a commencé à en parler là, des systèmes de ventilation. Est-ce qu'on peut rappeler les différentes familles de ventilation, hein, parce qu'on parle hydro-réglable, hybride, bon, enfin voilà, clarifier ça pour notre public, et puis à quel type de bâtiment finalement chacune est adaptée. Bien sûr, on peut. Là, c'est un petit rappel un peu de nos chiffres pour montrer un peu qu'on a une activité quand même qui est assez forte. Donc, on a 45 000 logements qui ont été réhabilités en 2024, sachant que la moitié de l'activité se fait sur la région parisienne, donc Paris et l'Île-de-France en général. Du coup, on a 30 solutions de ventilation. Donc, dans les 30 solutions, il y a des systèmes hybrides et des MBP que je vais présenter après. Et ils sont tous Hygro A, Hygro B, auto, en fonction du besoin du bâtiment, en fonction aussi des besoins de qualité énergétique. Mais la présentation se fait plutôt après. Bon, ça, c'est un petit point sur notre nouvelle usine. Du coup, vu que l'activité est fortement croissante, on a un nouveau site de production qui s'est créé pour faire face justement à la demande qui est de plus en plus forte. C'est du Made in France. Comment ? Made in France. Alors. Made in France, exactement. En fait, on a une société qui est basée à Montpellier et on est fabricant, concepteur et revendeur de notre produit. Donc, on peut adapter nos solutions à la réglementation. On peut écouter aussi les installateurs. On peut écouter la ville de Paris s'il y a des suggestions au niveau de l'esthétique. Voilà, on cherche des moyens d'amélioration. On a une chaîne de décision qui est assez courte et du coup, on s'adapte assez facilement aux besoins du marché. Et du coup, c'est pas très lisible parce que la diapositive. Là, c'est tout petit, hein. Mais alors, on a un deal, vous savez, Thomas, avec le public. Ouais. En fin de conférence, vous allez recevoir, cher public, un questionnaire de satisfaction. Vous répondez au questionnaire de satisfaction et puis on vous envoie les diapos. Donc, vous avez tout ce schéma de décision. Là. Ça, c'est une mine d'or, ce truc. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, on peut décider quel type de système de ventilation on peut adapter en fonction du type de bâtiment. C'est ça. On peut cheminer. En fait, on va cheminer et voir quelle solution on peut adapter en fonction des contraintes du bâtiment. Donc là, la première étape, c'est de savoir si c'est un bâtiment d'avant ou d'après 82. S'il est d'après 82, on va mettre un système de VMC 10 standard, donc un caisson qu'on retrouve sur tous les bâtiments récents. Et si on est avant 82, on sera sur des systèmes de ventilation basse pression. Donc la basse pression, c'est quoi ? C'est des pressions qui sont c'est des systèmes qui fonctionnent avec des pressions qui sont inférieures à 35 pascal. En fait, les conduits de ventilation anciens, maçonnés, ont des pressions admissibles de 35 pascal. Oui, parce que si on met trop de pression, ça fuite dans tous les sens. Alors, il y a des problèmes de, le conduit, l'air passe à travers le conduit, c'est ça ? C'est ça. En fait, il y a beaucoup de fuites. Et en plus, on dégrade les conduits existants. Donc, on risque de détériorer ce qui peut être utilisé de façon adaptée aujourd'hui avec les systèmes qui sont prévus. Donc ensuite, la deuxième étape, c'est de savoir quel est le système de production d'eau chaude. Si on a des chaudières ou des chauffe-eau à gaz individuels, on est obligé de passer sur des systèmes hybrides ventilés au gaz. Donc, je vais expliquer un peu après à quoi ça correspond. Et si on est sur un système collectif, des ballons d'eau chaude ou des chaudières électriques, il n'y a pas de sujet particulier. On peut passer sur l'ensemble de nos systèmes, qu'ils soient en VMBP ou en hybride. Je ne sais pas si on peut passer la diapo suivante. Non, je vais refaire celle d'avant, excusez-moi. Pardon. Donc, du coup, c'est ça qui va nous permettre de définir quel système on va utiliser. Et une fois que le système est défini, on voit aussi s'il n'y a pas de contraintes, hormis les contraintes de production d'eau chaude et d'âge du bâtiment, des contraintes esthétiques
et des contraintes aussi de faisabilité. Donc, une fois qu'on a défini la solution, on va passer plutôt sur une phase travaux. Donc, en gros, on va passer à la diapositive suivante. Et nous, on a en fait un accompagnement qui peut se faire dès le DTG ou avec le bureau d'études, auprès des copropriétaires et après auprès des installateurs. Donc quand on passe en phase d'exécution, on fait ce qu'on appelle un dossier technique chantier où du coup on fait une visite obligatoire. Donc en phase d'étude, on priorise la visite technique dans tous les cas, mais on n'a pas tout le temps la possibilité de le faire. On se rapproche parfois des bureaux d'études qui nous transmettent les informations nécessaires et on répond à l'étude. Donc avec des photos, des plans, des TG, des informations annexes. Là, en l'occurrence, on est sur un système dit VMBP. Donc, en fait, on va avoir des tourelles qui s'appellent des tourelles Ventil Plus, qui traitent uniquement l'air vicié. Donc, on peut pas traiter le gaz avec ce genre de solution. Donc, comme on fait un passage sur site, on fait un repérage des conduits. On sait qu'il y a des conduits qui traitent la cuisine, des conduits qui vont traiter salle de bain WC. Donc, une fois que le dossier technique est réalisé, on a chez nous des assistants techniques qui vont faire la réception du chantier. Donc, une fois que tout est installé, que ce soit en logement ou en toiture et raccordé électriquement, on vérifie la conformité. Donc, il faut qu'ils suivent le dossier technique au niveau des positionnements de tourelles. Nous, on fait un appairage moteur. Donc, en fait, c'est représenté ici. On a des moteurs qui sont appairés et il y a une sécurité positive qui est installée. Que ce soit pour les systèmes qui font de l'air vicié ou du gaz. C'est-à-dire que si on a une tourelle qui s'arrête au niveau de la cuisine, la tourelle au niveau de la salle de bain va s'arrêter aussi. D'une, pour éviter qu'il y ait une surcharge d'humidité au niveau d'une seule pièce. Et également, si jamais il y avait du gaz, qu'on évite la propagation de gaz au niveau du logement. Donc c'est une sécurité complémentaire. Donc une fois que tout ça c'est vérifié et paramétré par notre assistant technique, on va passer du coup au contrôle en logement. Donc en logement, on doit vérifier que les mortaises sont faites correctement pour que le système fonctionne, que les bouches sont conformes. Donc on a un tableau de position de bouche en fonction des typologies. On a des puissances de bouche qui sont plus ou moins fortes et on fait un test de mesure. Donc il faut que les conduits soient bien ramonés, qui soit bouché en pied de conduit. En gros, il y a pas mal de contraintes à réaliser, donc des prérequis. Donc, on forme les entreprises sur ce genre de choses. Et si jamais les contraintes sont respectées, on est censé avoir les dépressions nécessaires. Et derrière, on va passer à la diapo suivante où on fait un rapport de mise en service, conforme ou non conforme. Donc, s'il est conforme avec des réserves, il va falloir relever les réserves qui sont mentionnées. S'il est non conforme, il va falloir aussi relever les éléments et on refera un passage pour confirmer que le système est bien fonctionnel. Pour que du coup les copropriétaires se rassurent sur le fait que du coup nous on a un devoir de valider l'installation pour être sûr qu'elle fonctionne et qu'elle est installée dans les règles de l'art. Oui, parce que quand on fait tout ça, oui, c'est pour des problèmes, on a vu, de santé, de sécurité, et donc il faut s'assurer que derrière on soit bien au niveau. Ce qui n'est pas tout à fait le cas sur la ventilation. Il y a effectivement une différence par rapport à l'isolation thermique par l'extérieur. L'isolation thermique par l'extérieur, on est sur la performance énergétique. Vous avez aussi des enjeux de santé. On a des enjeux de santé, oui, exactement, et puis on a des devoirs de qualité. C'est-à-dire que nous, si le système n'est pas fonctionnel, généralement on nous rappelle au bout de 2-3 ans. Et du coup, on doit rendre des comptes. Donc, nous aussi, on veut s'engager à ce que nos systèmes fonctionnent. Les entreprises avec qui on travaille, on veut qu'elles s'engagent à faire du travail de qualité parce qu'elles sont porteuses de nos solutions aussi. Et donc là, il y a quelques exemples de solutions un peu diverses. Donc, on a une solution VMC qui se trouve tout en haut à droite. On a des systèmes de tourelles hybrides et basse pression qui se trouvent en haut à gauche. Et après, on a des systèmes de caissons, comme on a pu le voir sur la résidence précédente avec des plénums, qui sont ou en comble ou sur toiture terrasse. Voilà, donc hybride, c'est un coup ça marche de manière naturelle, un coup j'ai un moteur qui vient prendre le relais quand le tirage naturel ne suffit pas, c'est ça, hein? C'est ça. En fait, l'hybride, c'est on a des conditions météorologiques qui sont prises en compte. Donc, on a des anémomètres qui sont raccordés à des unités de contrôle. Quand on a des températures inférieures à 8 ou 10 degrés et des vitesses supérieures à 4,5 mètres secondes, le moteur se met à l'arrêt et on a un tirage thermique et un tirage éolien qui répondent aux besoins de ventilation du bâtiment. Et après, quand on n'a pas ces conditions météorologiques réunies, le moteur se remet en route pour répondre aux attentes. Contrairement au système VMBP, les systèmes VMBP, ils ont des capteurs de pression et ils s'adaptent à la pression. Alors VMBP, alors ça, oui, vous utilisez énormément d'acronymes. Ouais, les PPT, les DT. On va faire un quiz à la fin là sur les AMO, le VMBP. Ça c'est. Alors tout à l'heure, il y a eu, c'était quoi là, la partie privative, c'était TPIC, voilà. Et alors VMBP. VMBP, c'est ventilation mécanique basse pression. Donc là, on se rapproche plus de systèmes type VMC. Donc on a une ventilation qui est beaucoup plus fine et beaucoup plus contrôlée. C'est-à-dire qu'on a des capteurs de pression qui sont au niveau des moteurs.
Et quand les bouches hygroréglables ou les entrées d'air hygroréglables vont s'ouvrir dans le logement, le besoin d'extraction va être plus fort, la pression va tomber et le moteur va accélérer. Donc on a une gestion beaucoup plus fine des besoins d'extraction du logement. Une question de Hassan qui dit: est-ce que ces systèmes permettent réellement de faire des économies d'énergie? On fait des économies d'énergie pour plusieurs raisons. Déjà, d'une, parce qu'on va avoir des systèmes hygrométriques, donc on va s'adapter aux besoins du logement. C'est-à-dire que si demain vous avez des logements qui sont, ce qui n'est pas logique, mais laissés à l'abandon pendant 2-3 mois, il y aura très peu d'humidité qui sera produite. Et du coup, les capteurs d'humidité au niveau des bouches et des entrées d'air vont laisser les bouches ou les entrées d'air en position fermée. Ce qui fait que du coup, on aura beaucoup moins de tirage au niveau du logement, donc beaucoup moins de perte de chaleur. Est-ce qu'on a une idée du pourcentage que ça représente en termes d'énergie, la ventilation? C'est ce que je disais, c'est que ça va pas aller jusqu'à 20%, 20-24%. Ouais. Lucien, Oui, c'est ça, j'avais entre 15 et 25%, donc c'est quand même ça fait partie des travaux qu'on préconise systématiquement dès lors qu'on est en système de ventilation naturelle, c'est-à-dire le système de ventilation le plus ancien finalement. Ouais. Et d'ailleurs, dès lors qu'on fait une isolation thermique par l'extérieur, la copropriété est obligée de rénover son système de ventilation, sinon forcément il y a de la moisissure qui va apparaître. Elle est obligée, donc c'est une obligation réglementaire, ou elle est obligée parce que finalement si elle le fait pas, il va y avoir des désordres? Il y a pas d'obligation réglementaire, Ouais. mais c'est une recommandation qui est très très forte. Ouais. Après, par rapport à l'économie d'énergie, il y a aussi une chose qui est importante, c'est que nos systèmes de ventilation, en gros, parce que les gens parfois s'inquiètent, ils disent on avait quelque chose de naturel et maintenant on a quelque chose de mécanique qui consomme de l'électricité. On a des consommations qui sont entre 1 et 10 euros par personne par an sur les systèmes de ventilation en général. Donc ça va dépendre de la configuration du bâtiment. Aussi, on a très peu de coûts d'électricité au niveau des systèmes de ventilation. Et en termes d'entretien, lorsque la ventilation, parce que c'est des systèmes qui tournent toute l'année, pour ceux qui ont des moteurs, hein, pas tous, mais Ouais. Alors en fait, en gros, il y a des règles. On Ouais. est censé avoir une entreprise de maintenance qui fait le nettoyage et le ramonage des conduits existants tous les 5 ans. Et c'est tous les ans sur les conduits qui font des évacuations de gaz brûlé. Donc c'est des choses qu'il faut respecter. Sinon, en soi, oui, les systèmes peuvent s'encrasser. Et aussi un sujet, c'est si jamais les locaux sont pas utilisés de manière adaptée. C'est-à-dire que si vous avez des gens qui cuisinent toute la journée, forcément les moteurs vont plus souvent s'encrasser. Et donc il faut faire attention à ça et qu'il y ait une entreprise de maintenance qui soit vigilante là-dessus. vous voulez dire que là, ça serait hors logement, hein, c'est-à-dire dans des systèmes dans lesquels on est dans du tertiaire, comme ici, hein, Ouais, mais dans des restaurants. ça peut être des logements où les gens font plus de nourriture ou Ah oui. font plus de, enfin oui, il peut y avoir plusieurs choses quoi. Voilà. Donc, en fonction de l'usage, effectivement, il faut adapter la manière dont on contrôle. Le rapport de contrôle que vous avez montré, il est obligatoire ou il est fortement conseillé? Alors en fait, il est fortement conseillé. Ouais. Alors on a des entreprises partenaires qui font les mises en service eux-mêmes, qui sont agréés et habilités par nous, puis après une formation qui est Calliope, qui se trouve dans nos locaux ou à Frontignan ou à Paris. Après, nous, on remet dans tous les cas le rapport de mise en service à notre client, et notre client direct et l'installateur. Après, si le bureau d'études ou le copropriétaire le veut, il faut qu'il se rapproche de ces entités-là. Antoine, l'AMO en fin de chantier, lui vient s'assurer que tout ça a été fait suivant ce qui avait été défini, hein? Oui, alors effectivement, l'AMO va le contrôler et puis les services instructeurs des aides aussi vont contrôler les chantiers en copropriété sur le territoire parisien. C'est un contrôle systématique Sur place. sur place pour voir que si les travaux, alors on n'a jamais de mauvaises surprises hein, puisqu'on travaille essentiellement avec des professionnels. Ils sont sur Coach CoPro, si j'ai... Voilà, donc on n'a pas de mauvaises Ouais. surprises, mais on contrôle systématiquement pour voir si les postes de travaux ont bien été réalisés. Alors on va pas on n'a pas nous les compétences pour voir si tout a été fait dans les règles de l'art, mais en tout cas on contrôle les postes, est-ce qu'ils ont été réalisés, est-ce qu'ils sont en place, ça nous permet de valider le paiement de la subvention. Oui, mais le maître d'œuvre aussi a une Oui. responsabilité, j'imagine, pour s'assurer que c'est fait dans les règles de l'art, parce qu'il y a une responsabilité aussi, il engage sa responsabilité en termes d'assurance, hein, j'imagine. C'est ça, ouais. Et pour sortir un nouvel acronyme, en fin de chantier, il y a toujours ce qu'on appelle une DPAT, donc une déclaration de parfait achèvement des travaux, qui donc du coup va garantir que les travaux qui ont été menés ont été faits effectivement dans les règles de l'art.
Eh ben voilà, du coup, on arrive à la fin de la conférence puisqu'on est au DPAT, la déclaration de parfait achèvement des travaux. Merci, cher conférencier. Là, j'ai pris les conférences, les questions un peu au fil de l'eau, mais il y en a d'autres. Cher public, vous aurez les coordonnées de tous les conférenciers. Vous pourrez vous rapprocher des conférenciers pour poser vos questions. Pour vous rappeler, cher public, ah voilà, il y avait une question. On va vous donner un micro. On va prendre une question dans la salle. C'est vrai qu'on a pris les questions à distance, mais on n'a pas pris les questions dans la salle. D'ailleurs. On va vous donner ce pouvoir. Il faut poser la question dans le micro pour qu'on puisse enregistrer et que les gens à distance aient votre question. Peut-être vous présenter et poser votre question. Oui. Merci beaucoup. Merci pour la qualité de votre présentation à tous et toutes. Je m'appelle Joséphine Duvignac. Je suis responsable d'une entreprise de détection de fuite d'eau. Et comme on parle d'économie d'énergie, je me demandais si ne pas perdre de l'eau dans les copropriétés, parce que les fuites d'eau, c'est un gros problème. Le DTG prévoyait un état des lieux des canalisations, tuyauteries, voilà. Merci. Voilà, donc ça, c'est sur les fuites d'eau. Alors, qu'est-ce qui veut répondre, Lucien? Alors, oui, le DTG, on va regarder effectivement l'état des descentes d'eau pluviales, l'état des canalisations. Après, ça reste un diagnostic visuel. Donc, si jamais, effectivement, lors du DTG, on s'aperçoit que il y a des signes d'une fuite ou des signes qui nous inquiètent, on va recommander de faire appel à d'autres bureaux d'études complémentaires qui vont pouvoir faire une analyse caméra ou d'autres analyses plus poussées. Oui, alors j'imagine aussi sur la ventilation, vous passez des caméras aussi des fois pour la partie. En fait, c'est pas toujours obligatoire, malheureusement. Donc ça le devient avec les nouveaux labels qui arrivent. Mais en fait, il est conseillé de faire des tests de vacuité pour nous. Donc les tests de vacuité, ça peut être soit des passages caméra, soit des tests fumigènes. Il n'y a pas d'obligation aujourd'hui, mais on recommande fortement de faire des passages caméra, surtout sur les bâtiments parisiens où les conduits individuels sont parfois supprimés par les copropriétaires. Irène, vous vouliez présenter? Oui, je voulais simplement ajouter que c'est dans notre conseil, quand on récupère les premiers éléments du DTG, on voit tout de suite s'il y a des problématiques liées aux canalisations. Et ça va être une recommandation qu'on va faire directement aux copropriétés, assainir leur canalisation. Et donc, souvent, dans le bâti ancien à Paris notamment, il y a un travail sur les collecteurs enterrés. Ça se voit dans les DTG assez rapidement. Il y a des suspicions de mauvais état des canalisations. Et donc, comme un projet de rénovation énergétique, c'est long, on va leur recommander de faire ça tout de suite. C'est l'un des atouts du plan pluriannuel de travaux, c'est de mettre en urgence ces travaux-là, de manière à ce qu'ils puissent ensuite mener un projet global de manière qualitative, avoir remplacé les collecteurs enterrés en particulier, parce que c'est un poste de financement assez conséquent, et ensuite les canalisations verticales. Donc voilà, on y est tous très, très attentifs. Je finirai là-dessus. À Paris, on a beaucoup de bâtiments anciens et effectivement, c'est notre principal ennemi pour la pérennité du bâti, c'est l'eau, que ce soit l'eau, les eaux grises, les eaux vannes et aussi les collecteurs enterrés qui peuvent saper les fondations des immeubles. Donc, voilà. Nous, on suit ça avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'attention. On pourrait presque faire une conférence sur l'eau. Là, je découvre que finalement, il y a plein de choses sur les canalisations. Il y a plein de choses à dire, même si on n'est pas à Venise. Mais il y a de l'eau et effectivement, il faut gérer ces problèmes qui sont liés aux canalisations. Voilà. Merci à vous, chers conférenciers. On peut vous applaudir. On peut applaudir les conférenciers. C'était super de vous avoir avec vous.